Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Ça y est, il est l'heure des playoffs. On met de côté la saison régulière, on rentre dans le vif du sujet des playoffs. 4 séries de matchs pour nous dévoiler un Final Four qui se déroulera du côté de Kaunas en Lituanie à la fin du mois. On est chaud, ça y est. Et pour m'accompagner, il y a Damien. Comment ça va, mon grand? Bah écoute, ça va. On profite des vacances pour se remettre de cette saison régulière qui a été assez dingue jusqu'à la dernière seconde, avec le classement des playoffs qui a changé. Donc non, non, au taquet, tout le temps, il y a du boulot pour mettre bien tous nos followers. Une série, c'est la série qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sera la première qui se lancera la semaine prochaine pour le début de ces playoffs. C'est Monaco qui affrontera le Maccabi de Tel Aviv. Et croyez-moi, cette série nous annonce, je pense, quelques coups de chaud, quelques belles soirées endiablées. On va probablement se jeter dans le vif du sujet très très vite. On va attaquer direct avec le programme qui nous attend. Pour les previews que l'on va vous présenter sur chaque série, l'idée elle est simple, c'est vous présenter un peu la série, le classement, les dynamiques, faire un petit retour sur la saison régulière des deux équipes, leurs atouts, leurs points faibles s'il y en a forcément, les confrontations pendant la saison, rappeler un peu quand ils se sont affrontés. On vous proposera aussi des Factor X, donc ces joueurs qui seront capables de faire pencher un match, voire la série entière de leur côté. Et puis on se posera quelques questions, une ou deux questions justement pour voilà, essayer de détailler quelques points clés des séries. Et évidemment, ce qui vous intéressera le plus, mais ça faudra regarder tout l'épisode, le prono, afin de savoir quels seront nos vainqueurs. Et puis, si vous suivez attentivement, voilà, voir quel Final Four nous on attend de notre côté. C'est le programme qui nous attend. Damien, pour commencer, je vais juste rappeler le classement des deux équipes. Monaco a terminé quatrième avec 21 victoires pour 13 défaites. Et juste derrière, il y avait le Maccabi, donc c'est bien le quatrième contre le cinquième. Le Maccabi avec une victoire de moins, 20 victoires pour 14 défaites. Et toi qui as particulièrement suivi Monaco, si tu devais résumer un peu leur saison régulière là en quelques mots. Mike James, direct, au final, c'est marrant, cette équipe-là a commencé très très fort, s'est très vite installée dans le premier tiers du tableau de l'Euroleague. Euh, et au final, ça a été un peu en fonction de Mike James, de ses performances. Et tout au long de l'année, il y a eu des bonnes victoires, des mauvaises défaites, on va dire. Et au final, Monaco est resté tout le temps quasiment en haut du classement. Euh, et les seuls petits problèmes sont liés à Mike James. Ils ont fait une saison raisonnable. Ils sont quand même à 21 victoires. Mhm. Donc c'est un club qui a vraiment bien tourné en Euroleague jusqu'à ce que Miles James fasse sa sortie en Grèce avec son copain Dwayne Bacon. Là, on a eu un peu peur. On s'est dit il va se passer quelque chose. Au final, Monaco a montré un très beau visage sans l'Américain. Et puis il est revenu. Et là, c'est la période de doute. On ne sait pas trop ce qui se passe pour eux. On ne sait pas trop comment ça va se passer parce qu'on a eu du très bon Mike James contre le Le Bayern Bayern, Munich oui. qui jouait plus rien et Mike James nous a fait toute une série. Ça a été la télé-réalité. Mike James s'excuse. Mike James parle de sa saison et de ses regrets. Mike James ceci, Mike James cela. Et au final, ça a toujours, encore une fois, et toujours tourné autour de lui. Euh, pour moi, voilà, ils sont à leur place, milieu de tableau playoff. On va voir après ce que ça va donner contre le Maccabi, mais pour moi, c'est une bonne saison, mais on est sur la plus grosse période de doute pour eux, pour moi, à l'approche de ces playoffs. Ah, c'est intéressant et du coup, j'ai rien à rajouter parce que mes notes sont exactement ce que tu viens de dire. J'ai mis une saison gérée en termes de résultats sportifs, un peu plus contrastée avec Mike James et son caractère, une sensation que ça jouait mieux sans lui. Mais cependant, j'ai rajouté un effectif avec plusieurs poisons. On pourra y venir tout à l'heure. Ouais, Voilà, tu as très bien résumé la saison de Monaco. J'ai noté leur meilleure série, c'était 5 victoires d'affilée. Voilà, donc ça. ils savent gérer leur saison en termes de résultats avec ou sans lui. Du côté du Maccabi, moi, tu me diras si tu penses la même chose. J'ai mis qu'ils avaient, au début de leur saison, ils laissaient penser.
à ce que nous, on s'attendait, c'est-à-dire une équipe moyenne, capable du pire comme du meilleur, mais qui se retrouvera à peu près à l'équilibre et moyennasse. Et au final, ils ont réalisé une fin de saison en boulet de canon, au point, pour les plus sceptiques d'entre nous, dont je fais partie, ils ont réussi à nous convaincre et à nous faire dire qu'ils sont, comme tu le disais en off, sacrément sexy quand même. Euh, Ils ont trouvé un backcourt Brown-Baldwin qui fonctionne extrêmement bien. Et leur pari de joueurs US athlétiques fait un carnage. Du coup, c'est voilà, sur la fin de saison, c'était un régal. On a beaucoup apprécié regarder les matchs du Maccabi. Et ils se retrouvent donc cinquième avec voilà, une dynamique comme assez forte. On va y passer 8 victoires, 2 défaites pour finir la saison. Il y avait 6 matchs à la maison. Ça a un petit peu facilité les choses parce qu'on sait qu'aller jouer à Tel Aviv, c'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, cette équipe du Maccabi qui a été, bah, alors pour certains, je dirais une surprise, pour d'autres, c'est plus une confirmation. Toi, quelle sensation t'en as eu? Bah, c'est un peu, c'est marrant on a retourné notre veste quand même 2 fois cette saison entre eux et Baskonia parce que Baskonia ils ont pris cher l'année dernière. On avait pas mal craché dessus et finalement cette année de les voir tourner comme ça c'était cool. Là pareil Maccabi on leur a craché dessus tout le temps, le Maccabi comme dirait Lucas. Et au final tout l'effectif a pris forme sur cette première partie de saison. Et là, ça a cliqué dur sur la deuxième partie de saison. Comme tu disais, ils finissent en boulet de canon. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, sur cette saison-là, c'est la régularité en deuxième partie de saison de Baldwin Ouais, vraiment. qui est pas simplement un mec qui prend feu, mais un mec qui a su assurer, qui a su relâcher quand il fallait et laisser John Brown ou d'autres, Bonzi Colson quand c'était limite Darun Lillard, quand il y avait des matchs qui servaient à rien, ou mec vraiment prendre feu. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on a un Baldwin qui est toujours aussi important, mais qui a su aussi redescendre, relâcher ce qu'il aurait pas fait la dernière par exemple. Il aurait allumé à tout va, il aurait continué, il aurait fait des perfs à 20% au tir et ça aurait pas gêné, quoi. Ouais, et j'ai noté Baldwin, en fait, il est au bon endroit au bon moment, en fait. C'est ça aussi qui fait sa force. Quand on réfléchit, quand il est au Bayern sous Trinchieri, bah, c'est cool de l'avoir dans l'effectif, mais c'est pas forcément le joueur qui correspond à la philosophie de Trinchieri, qui est très posé, très tactique. À Baskonia, il y a eu multiples changements de coach, donc au final, le mec, bah, il s'est dit, bon, je vais la jouer pour ma gueule. Et là, en fait, ben, le pari, il était posé dès le départ. C'est-à-dire, ben, avec Brown, vous avez les clés de la maison, vous avez un effectif où vous êtes plusieurs joueurs US, scoreurs un petit peu solistes par moment, mais c'est le pari qu'on fait et ça a marché. Donc Baldwin a fait le bon choix et c'est très bien pour le Maccabi. Euh, pour revenir sur la dynamique de Monaco, si Maccabi est à 8-2 sur les 10 derniers matchs, Monaco était à 6-4 pour finir la saison. Voilà, c'est très honnête. On va passer aux points forts et aux points faibles des équipes. On va commencer par les points forts. Moi, j'ai noté quelques trucs, mais j'ai bien envie de savoir quel point positif tu as à donner de Monaco, leur Alors, force. c'est marrant, je vais tricher un petit peu en parlant des deux clubs en même temps. Ces deux clubs qui sont quand même vachement similaires. On est d'accord. Euh, J'ai quelques stats, je te laisse développer et j'apporterai des précisions. et c'est un peu un match de reflet dans le miroir parce qu'on a deux équipes, ils sont en offensive rating, Maccabi est 9 et en def ils sont 7. Monaco ils sont 7 et 8. Donc c'est vraiment deux équipes qui sont équilibrées offensivement, défensivement. Au niveau des forces de Monaco, bah il y a aussi, on les retrouve aussi un petit peu chez le Maccabi, les rebonds offensifs notamment. On a un backcourt qui est très fort. Euh, avec deux monstres à l'intérieur à la raquette dans la raquette entre Nebo Et et Donta Dontaol. Hall. J'ai pas réussi à ressortir vraiment une force plus particulièrement à Monaco ou au Maccabi tellement les deux équipes se ressemblent en fait. Du coup, je suis curieux de savoir ce que toi t'as ressorti de ce match-up. Eh bien, en fait, tu as, plus ou moins résumé ce que j'avais au niveau des statistiques. Tu l'as dit, des équipes similaires, même dans le pace, la façon de voilà d'attaquer, est-ce que c'est rapide ou pas, ils sont globalement les mêmes. Tu l'as dit, l'offensive, défensive rating. Au point marqué, ils sont 6 et 7e. Voilà, c'est pas des équipes qui shootent beaucoup à 3 points.
Ouais, J'ai bizarrement. vu. Monaco a le 18e pourcentage à 3 points avec 31,7%. Le Maccabi est 14e, donc c'est pas ouf non plus. Les rebonds, effectivement, les rebonds offensifs, c'est fou. Ils sont premier et deuxième. Donc voilà, tu as noté pas mal de particularités. Ce côté effectif athlétique aussi est intéressant. On le voit au niveau des interceptions et des contres, où on sent la présence des deux équipes. Monaco est deuxième aux interceptions, Maccabi est cinquième. Et au niveau des contres, là, le Maccabi se détache un peu plus. Ils sont deuxième, alors que Monaco est onzième. Et c'est des équipes qui perdent peu le ballon. Je ne sais pas si tu as vu Oui. cette stat. Monaco est l'équipe qui perd le moins de ballons en moyenne dans l'Euroleague. Ils sont 18e du coup. 14e pour le Maccabi. Euh, Au niveau des points forts, du coup, ce que j'ai marqué du côté de Monaco, c'est forcément, si c'est un défaut, c'est aussi une qualité, c'est Mike James qui a ce côté tueur, avec des joueurs capables de prendre le relais souvent. Et là, bah, j'ai mis tous les noms, hein, Lloyd, Okobo, Diallo, Moneke, Mote Younas, John Brand et dans une autre mesure Blossom Game sur quelques matchs. Il est capable d'apporter sa pierre à l'édifice et du coup cette dimension athlétique que je soulignais. Du côté du Maccabi, pour moi c'est le backcourt, forcément une force incroyable. Brand, Baldwin, on en a parlé déjà, mais c'est surtout un... Alors j'ai dit un 5-6 majeur, il y a 5-6 joueurs de très très haut niveau pour moi qui sont indéniables et forcément alors, on y reviendra sur une autre série, mais jouer à la maison pour le Maccabi, c'est un régal. Ils ont le meilleur bilan à la maison avec 15 victoires pour 2 défaites. Donc, clairement, ça va être un avantage pour eux. Bah, et Ça, au c'est final, une Monaco est à certitude. 13. Ils sont Monaco à doit être deuxième 13-4. ou Ils sont à ils sont à 13-4 13-4 aussi. à la maison. C'est un des meilleurs pourcentages à la maison. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant à noter. Pour les points faibles, qu'est-ce que toi, tu as noté alors, vu qu'on est parti sur mélanger un peu les deux, vas-y, je te laisse. Qu'est-ce que tu as noté comme point faible? Bah, Mike James, encore une fois, parce que c'est vraiment la zone de flou pour moi sur cette série-là. Il peut pourrir la série comme faire gagner Monaco assez largement, parce c'est vraiment un joueur de top niveau. C'est pour moi le premier point faible. Ce qui va me gêner moi côté Monaco, c'est peut-être justement les role players, leur capacité à step up là sur une série de playoffs, notamment tu disais Blossom Game, qui peut être un élément fort parce qu'il va avoir des clients à l'aile avec côté Maccabi, que ce soit Martin ou Colson, ça va être deux gros clients. Et moi, le point faible, ça va être justement cette rotation de Monaco qui va être hyper importante. Et Obradovic a pour moi certaines clés du match, notamment dans les oppositions qu'il va pouvoir présenter face à ce gros 5 majeur du Maccabi. C'est surtout ça côté Monaco pour moi. Ok, bah, je te rejoins. Moi, j'ai mis gérer les humeurs de Mike James, forcément, plus la gestion des temps faibles. On a vu sur certains matchs que dès que l'équipe est en dedans, c'est la panique à bord. Donc, je te rejoins totalement. C'est intéressant d'avoir ce point de vue sur la gestion des rotations et ça va me permettre d'enchaîner avec des points faibles du côté du Maccabi, puisqu'au Maccabi, l'un des plus gros points faibles, c'est leur banc, un banc peu qualitatif, un banc qui n'apporte pas grand-chose. Je l'ai noté dans mes stats. Au niveau des points du banc, le Maccabi est l'équipe qui marque le moins de points. C'est à peine 15 points de moyenne marquée par l'ensemble du banc du Maccabi, alors que Monaco, c'est 36 et quasiment 37 points de moyenne. Donc pour moi, le Maccabi va avoir un gros problème au niveau des rotations. On a du John Di Bartolomeo qui apporte quelques trucs, Roman Mais Sorkin qui monte un peu en puissance. Et après, c'est quasiment tout. Darun Hilliard est sur courant alternatif. Et après, il n'y a complètement. plus grand-chose. Bremo Et est bah, juste venu prendre le relais de Poitres qui est blessé, mais on le voit que très peu. Et après, ça n'existe pas. Du coup, pour moi, l'un des plus gros points faibles du Maccabi, ça va être leur banc. C'est une équipe qui fait beaucoup de fautes. C'est la troisième équipe qui fait le plus de fautes dans l'Euroleague. Une équipe qui voyage pas bien non plus, avec 5 victoires seulement hors de leur base. Voilà globalement pour moi les points faibles. J'ai je noté un petit vais, peu le coach, mais c'est un petit peu être sévère parce que je suis pas fan d'Odette Katash. Donc voilà pour moi. Je te laisse compléter les points faibles du Maccabi. Ouais, tu parlais d'Alex Poitres qui s'est donc déchiré le ligament du poignet, je sais plus lequel. C'était la journée 11 de mémoire. Et j'ai lu, là je suis allé voir un petit peu les états de forme des joueurs
Et en fait, il va reprendre la compétition en championnat, là, en domestique. Et potentiellement, il peut être amené à participer à la série. Alors, ça doit être 8 points, 4 bons, 3 passes sur les quelques matchs de relique qu'il a fait. Mais pour moi, ça peut être un élément qui peut bouleverser la série, justement, par rapport à ce déséquilibre sur les joueurs du banc. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit problème de forme parce qu'il n'est pas là depuis un moment? Reprendre en playoff, est-ce que ça va pas être trop dur pour lui? Est-ce que Mais c'est Kassaj va vouloir s'appuyer sur lui aussi? Je sais pas. C'est pour ça qu'ils veulent faire d'abord reprendre là. Il va reprendre là en championnat là. Je sais plus quand est-ce que joue le Maccabi, mais il reprend en championnat. On le verra peut-être pas sur le début de la série, mais il peut potentiellement intégrer la série contre Monaco. Bon, ce serait quelque chose à suivre pour le Maccabi. Ça serait quand même pas mal parce que Poitres, on sait qu'il amène aussi une dimension athlétique assez incroyable. Petit point sur les confrontations en saison. Les deux équipes se sont jouées dès la troisième journée avec une victoire du Maccabi à Tel Aviv, 78-70. Et match retour, revanche de Monaco avec une belle victoire de 19 points, 86-67. Voilà pour leur confrontation en saison. Alors c'est toujours pareil, c'est plus à titre indicatif qu'on donne les confrontations parce qu'il y a plein de facteurs, si on veut, est-ce que tel joueur a joué, quels étaient les blessés, quelles étaient les absences, les états de forme. C'est plutôt en début de saison, c'est plutôt en fin de saison, donc voilà, c'est plus à titre indicatif. Euh, Là où ça va être intéressant, ça va être de définir des facteurs X dans cette série, des joueurs donc capables de changer le cours d'un match ou d'une série. Je te laisse commencer avec ton facteur X du côté de Monaco. Ton ou tes facteurs X, on sait qu'on n'arrive jamais à se fixer vraiment. Ouais, alors j'en ai deux. J'ai réduit au maximum. Pour moi, Chima Moneke, son état de forme, parce que pareil, blessé, c'est assez flou. Ça fait quelques journées qu'il n'est pas présent dans le roster. Et, euh, et tu parles notamment des forces du banc ou même de la dimension athlétique. Chima Moneke va être hyper important sur la série, que ce soit pour appuyer un 5 majeur où il n'y aurait pas Mac James par exemple, ou alors aller sur une seconde unit et continuer à creuser un écart ou à le créer sur l'opposition. Donc c'est plus ça. J'arrive pas à trouver d'informations précises sur sa capacité à jouer là dès le début de la série. En tout cas, c'est un facteur X pour moi. Le plus gros, après avoir pas mal épluché tout ça, ce qui pour moi peut faire la différence, notamment parce qu'il y a ces deux gros backs courtes, c'est Yakuba Ouattara. Pour moi, Intéressant, ouais. c'est l'élément qui va être décisif. Alors on le voit pas du tout sur les stats, mais il a fait quelques dernières grosses performances. Alors c'est sur des très courts temps de jeu parce que la rotation, on en parlait là de d'Obradovic est particulière, notamment quand tu as des égos à gérer. Mais pour moi, Ouattara, il a cet aspect défensif qui va être ultra important sur la série. Il peut clairement lockdown certains joueurs en face. Il a un très très gros apport défensif et qui pour moi va être ultra important offensivement. Je m'inquiète pas spécialement pour Monaco. Ils auront des clés pour perfer, mais c'est défensivement avec un Alpha Diallo qui est pas tant que ça en forme sur cette fin de saison, qui s'est pas mal troué, alors il a ce côté défensif très important. Bossum gagne Parem. Ils ont jamais réussi à vraiment exploiter ses qualités. Ouattara, quand il se met en mission défensive en mode chien de garde, il est quand même vraiment intéressant. Et pour moi, ça va être lui qui peut limiter les apports offensifs d'un Baldwin. Même après, sur une seconde unit, on a vu Di Bartomeu faire quelques bonnes perfs avec la seconde unit. Pour moi, Ouattara, c'est l'élément clé pour Monaco, euh, plus que les autres, on va dire. Je voulais pas le mettre parce que ça me paraissait tellement évident que ce soit lui. J'ai voulu m'orienter vers quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est clairement un des facteurs X. J'ai regardé, il rend 1 centimètre à Baldwin. Il fait, alors Ouattara fait 1m92, l'autre fait 1m93. Et pour moi, ils ont typiquement presque les mêmes physiques, même si Ouattara a l'air plus costaud. Mais il a le morphotype pour le défendre et se dire, OK, je mettrai pas de points, je prendrai aucun ticket shoot, je m'en fous. Mais par contre, toi, t'en mettras pas un. Ou alors, plutôt que d'en mettre 25, tu vas en mettre 5, 10. Et pour moi, c'est un très bon choix. J'ai fait un autre choix parce que voilà, j'étais parti sur autre chose, mais ton choix est très pertinent. Je pense que personne ne va critiquer ton choix parce que Ouattara est sous-estimé, moi, je trouve, en Euroleague.
il a un rôle et un style qui peut être ultra utile. Et pour moi, effectivement, il peut faire du mal sur la série. De mon côté, j'ai choisi Jordan Lloyd. Oui, je suis un mec beaucoup plus offensif que défensif. Et pour moi, en fait, j'ai pris Jordan Lloyd parce que on l'a vu quand il n'y avait pas Mike James, il a réussi à step up. Et en fait, je pars du principe que Jordan Lloyd profitera des rotations du Maccabi justement pour sanctionner. Je le voyais même dans un rôle de sixième homme, tout simplement, laisser un back court Okobo et Mike James et laisser Jordan Lloyd faire le travail de rotation. Et en plus, j'ai regardé cette saison, le Maccabi lui réussit bien. Il a fait sa Oui, meilleure perf à 30 dévals au match aller. Il a fait quand même 23 dévals au match retour avec 15 points, 4 rebonds, 4 passes. Donc le Maccabi a l'air de lui sourire. Le profil d'équipe a peut-être l'occasion de lui donner sa chance aussi. Du coup, pour moi, Jordan Lloyd reste un des facteurs X pour Monaco. J'avais noté en mention Moté Younas, qui se débrouille pas mal avec sa technique en dessous face au Babar, mais j'en attends moins que Jordan Lloyd. oui, je suis complètement d'accord. Et puis, moi, j'ai envie de le voir réussir face au Maccabi. J'arrive pas à me décider à savoir si je suis patriote, donc forcément, j'ai envie de voir Monaco passer. Mais j'arrive pas à me dire, ouais, est-ce que ça va suffire pour passer? Est-ce que le choix de Motieguena, c'est pas mal aussi parce que dans les utilisations qu'il a eues, je l'ai souvent traité de Playmobil, euh, surtout en milieu de saison. Je le trouvais assez frustre comme joueur, assez ouais, bah, manqué de mobilité et d'impact offensif. Mais au final, il m'a fait mentir en fin de saison. Encore une fois, Obradovic va avoir un rôle important parce que on l'a remarqué, je me rappelle Lucas dire ça, c'est de pas savoir appuyer quand quelque chose fonctionne, d'avoir un Lloyd par exemple qui est en feu, qui va enchaîner trois quatre tirs, que ce soit à mi-distance ou derrière l'arc, et puis de le sortir, ou d'avoir un Montelinas qui est en train de sanctionner à l'intérieur, de Et pas prendre des lui donner la fautes balle. et pas lui donner la balle, ou voir le faire sortir pour faire rentrer parce qu'il a une rotation un peu installée avec Donta Hall. Bah, ouais, le facteur X au final, ça va être peut-être ouais, Même je sais pas coach. Obradovic, hein, ça peut être ça, hein, Ouais. c'est clair. Très bien. Pour le Maccabi, est-ce que tu veux nous donner le nom de tes facteurs X ou ton facteur X? Ça a été compliqué parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont sur le courant alternatif. Euh, je me disais, je voyais bien Bonzi Colson Ok, dans la je mesure partage. où C'est très bien, on peut en parler. il a été très bien sur cette fin de saison. Il a pris beaucoup d'importance sur l'apport offensif. Et je le mettais surtout en opposition à un Blossom Game, un Alpha Diallo qui vont se retrouver en mission sur lui et qui sont justement à contrario moins dedans sur cette fin de saison. Alors, est-ce qu'il se prépare pour les playoffs? Est-ce qu'il savait que Monaco, de toute façon, avait plus ou moins clinché euh, à défaut d'avoir l'avantage du terrain, au moins les playoffs assez vite? Je me dis que c'est eux qui vont avoir le plus de boulot s'il arrive lancé comme il est, quoi. Ouais, je suis Euh, d'accord. Et, et sur plusieurs matchs, je trouve qu'il est l'un des mecs qui profitent le plus du boulot de Baldwin et de Brown. Le Maccabi, alors j'ai pas de statistiques à l'appui, mais ils ont beaucoup de systèmes qui se passent au-dessus de la ligne des lancers francs, oui, avec soit du pick porteur direct ou alors du jeu sans ballon, mais tout se passe au-dessus de la ligne des lancers. Et au final, dès que Baldwin ou Brown décident d'attaquer le cercle, lui, il est beaucoup sur du pop pour se libérer à 3 points. Et c'est souvent lui, quand les aides se referment, sur qui on va jeter le ballon. Alors, si c'est pas lui, c'est Jarell Martin. Mais Bonzi Colson a reçu beaucoup de ballons et c'est lui qui sanctionne derrière. Et pour moi, ça va être un facteur important parce que forcément, si dans un monde où il n'y a pas le backcourt de feu du Maccabi, tu mets John Brand direct sur Bolzy Nicholson, on sait qu'il va l'éteindre. On sait que John Brand, il va réussir. Sauf que là, John Brand et même Donta Hall, ils vont avoir une mission, c'est d'attendre les deux Gugus sur les drives ou c'est alors ça. dans les aides pour dissuader. Du coup, là où moi je trouve que Colson va être intéressant, c'est que il a un bras monstrueux, que C'est s'il clair. commence à mettre un, deux, il va être bouillant. Et on l'a vu en début de saison où il faisait des évals de fou. Et pour moi, voilà, c'est là où lui peut avoir un impact sur la série. C'est sur ce côté où bah, lui, il a juste à faire écran, s'ouvrir.
attendre la balle, derrière mettre dedans. C'est pas le truc le plus compliqué du monde, mais s'il le fait vraiment, et ben, tel un Robert Torrey, il va mettre panier sur panier et est capable sur un ou deux matchs de mettre des tirs clutch et de faire changer la série. Donc pour moi, c'était lui aussi du côté du Maccabi. Ouais, d'autant plus avec, tu l'avais montré là, les systèmes qu'il y a pour Nebo où il chope ça en tête de raquette ou en quasiment des fois même à la ligne de 3 points et qui va foncer comme un âne vers le cercle. Ça va créer des boulevards derrière pour Bondy. T'as même Roman Sorkin qui a fait des gros passages à l'intérieur. Ils vont Ouais. pouvoir vraiment attirer le ballon et la défense vraiment dans la raquette pour libérer Bondy Colson. Et comme tu l'as dit, on parle de Will Baldwin, genre de mec à prendre feu. Randy Colson, c'est même pire encore. C'est un volcan. Si le mec commence à en enfiler un ou deux, pour peu qu'il y ait l'ambiance à la maison, il est capable de finir sur les 15-20 points avec que du tir extérieur sans problème, quoi. Et en plus, enfin, du coup, ce qui est ultra cool avec Bonzi Colson, c'est que le mec, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de transition. Il a fait un peu de rock-up, il a fait de la BCL, on s'en souvient avec Strasbourg. C'est sa première année en Euroleague et le mec, en fait, il a pris feu tout de suite. Il a mis des cartons directs. On se souvient de son 41 déval contre le Pana. Alors, on va me dire oui, c'est le Pana, mais il faut les mettre. Du coup, ouais, il a un rôle à jouer. Sorkin, j'aime beaucoup. J'ai hésité longtemps. En fait, je t'explique, au début, j'avais mis Bonzi Colson d'un côté et j'avais mis en duo de l'autre, j'avais mis Di Bartolomeo Sorkin, parce que c'est les deux joueurs qui ont réussi à s'élever au milieu de tous ces joueurs US attirés par la balle. Et au final, je les ai pas mis, mais Roman Sorkin, on l'avait déjà vu sur la série de playoffs avec le Real l'année dernière, Oui, où on s'était dit, waouh, ok, le mec est en pleine explosion, et au final, il nous refait un peu la même chose cette année. À voir, je suis un petit peu plus pessimiste parce que quand il va falloir se taper du John Brown, du Shima Moneke ou des joueurs comme ça, il aura peut-être un peu plus de oui, répondants pour se libérer. Mais au moins, on est d'accord sur Bonzi Colson Bondy. et j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner. Euh, Est-ce que tu avais une ou deux questions sur la série? Je sais qu'il y en a une qui paraît évidente, on va en parler. C'est comment gérer le backcourt du Maccabi, du coup. Comment gérer ce duo infernal entre Lorenzo Brown et Wade Baldwin quand en face, tes profils sont exactement les mêmes des joueurs offensifs. C'est Comment ça. tu penses gérer ce backcourt? C'est ça le problème qu'on va avoir, et encore une fois, on va parler de lui, mais Mike James va pas avoir l'impact défensif suffisant s'il n'est pas dedans. Et je l'ai vu sur quelques séances, séquences, pardon, en début de saison où quand il a la tête à ça, quand il a la tête à être sur de la défense, sur être, et en plus, vraiment quasiment sur du demi-terrain très haut, à mettre un premier impact défensif, un des premiers, essayer de vraiment mettre la pression sur le joueur, il peut être très très bien, et ça, en plus, ça permet à toute l'équipe de monter d'un cran en termes d'intensité de se libérer de cette tâche-là où il serait à compenser, lui, ses manquements. Ils sont chacun sur leur joueur et c'est vraiment hyper intéressant côté Monaco. Le problème, c'est que lui, c'est même plus du courant alternatif, c'est s'élever du mauvais pied, il va pas vouloir et ou je sais pas, ou il aura pas eu la bonne sauce dans son kebab, ça va être compliqué quoi. T'as l'impression que le moindre truc peut le faire dégoupiller. En plus, on l'a vu sur les dernières séquences là, il parle à l'assistant coach, il parle quasiment plus à son coach et puis Ouais, il il fait râle péter tout le un câble à temps Obradovic. pour moi, là, tu pars sur un bas court dans l'état actuel des choses, parce que Mike James m'a pas rassuré pour l'instant. Tu mets Okobo et Lloyd, mais ça m'embête parce que à les mettre sur beaucoup de défense, tu te retrouves à plus avoir la même efficacité, la même lucidité offensivement, et on va avoir besoin des panels de Lloyd, comme tu disais tout à l'heure, en élément un peu important sur cette série. Euh, ouais, le côté défendre Baldwin et Brown, ouais, ça va être compliqué. Surtout qu'en plus, Katash aime bien faire une rotation où Brown va sortir assez vite, Lorenzo, pardon, et revenir sur la fin du quart-temps. Alors qu'en général, ils font 6-7 minutes ou peut-être même des fois 8 avant d'être sortis sur d'autres rosters. Là, souvent, il aime bien faire vite sortir l'un ou l'autre pour le faire rentrer sur les fins de quart-temps, justement parce qu'il n'a pas le banc derrière pour assurer. Il a des rotations qui sont un peu décalées. Ouais, j'ai du mal à voir un système. Pour moi, il va falloir du Ouattara à beaucoup plus de minutes sur cette série-là, Du notamment sur Ouattara et Baldwin. après forcément faire un jeu d'aide. Mm. Parce qu'en opposition directe, ça sera pas possible.
Si Non, on prend les postes 1-2 de chaque équipe, c'est pas possible. non. Enfin, c'est les mêmes profils d'attaquants et de défense, c'est quand ils veulent. Après, un Ouattara, pour moi, reste la solution. Quelqu'un qui va répondre physiquement, qui va avoir l'endurance pour aller euh, amener ce côté athlétique, mettre des coups, que ce soit euh, sur le porteur ou même sur des déplacements off-ball, hein, bumper, gêner les déplacements, les couper du ballon, tout simplement. Essayer au Oui. maximum de couper un Baldwin du ballon, déjà, ça fait beaucoup de mal. Et derrière, organiser tout un système. Est-ce que Obradovic serait capable de nous tester une bonne boîte Mais bon, il y a tellement d'éléments qui peuvent prendre feu du côté du Maccabi, je suis pas sûr qu'ils s'essayent à ça, mais voilà, ça reste une idée comme une autre. Donc ouais, ça va être dur et en même temps, ça va être très intéressant. On va peut-être avoir deux bagues courtes à 60 points de moyenne sur la Mais c'est série. possible. Ça va être complètement fou. On va se lever sur chaque action en disant oh là là, ils mettent des paniers de fou. Ce qui serait cool. Bah, tu vois, en plus, tu as répondu un peu. J'avais une autre question, c'était qu'attendre de Mike James, mais tu l'as dit, hein. Ça va dépendre s'il a mis sur on ou sur off et dans quel état d'esprit il va attaquer ces playoffs. Andrea Trinchieri a dit très récemment que c'est un joueur qu'il aurait aimé avoir à coacher et qu'il était digne d'un MVP. Maintenant, pour moi, le MVP doit aussi être exemplaire. Donc, est-ce qu'il va se racheter auprès des fans pendant ces playoffs? Je ne sais pas. Ah, il pourrait, mais c'est pas parce qu'il en a envie, c'est parce que il va faire comme il avait fait contre Will Clyburn, il va se mettre en duel contre Wade Baldwin, ça va envoyer des banderilles à tout va, ça va se répandre. Le problème, c'est que le collectif va morfler derrière, quoi. C'est ça le souci. C'est pas parce qu'il va mettre 35 et Baldwin 34, lui, il aura fait son match, il sera content, mais derrière, Monaco aura peut-être pris 20 points Ouais, parce que c'est ça. Bonzi, parce que Lorenzo, parce que les autres, quoi. Ouais, je suis Euh, d'accord. En défense, je trouve le back court, Brown, Baldwin beaucoup plus défensif. Enfin, il y a un écart de niveau de défense plus important, même si on a un Okubo qui peut être pas mal sur les interceptions, on a euh, Ouattara, Lloyd peut le faire aussi, mais c'est pas il y a un désavantage qui est pas offensif, mais qui est défensif sur ces deux backs courts. Euh, Après, l'avantage de Monaco par rapport aux backs courts, c'est qu'ils sont plus nombreux, et qu'à un moment, au niveau de la rotation, ça va poser problème pour le Maccabi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Toujours revenir à cette histoire de banc du côté du Maccabi. Je te propose de balancer les pronos. Ça y est, c'est le moment un peu décisif de l'émission. Qu'est-ce que tu vois dans cette série? Bêtement, si on regarde comme ça les deux rosters, les plus grosses différences, c'est voilà, domicile extérieur. Monaco a ce léger avantage d'avoir trois matchs, potentiellement trois matchs à la maison. Je les vois par rapport à ça avoir un petit avantage. C'est le match le plus dur à pronostiquer pour moi. Le problème, c'est qu'en plus, j'ai envie de voir l'AS Monaco, la Roca passer, aller au Final Four. Ouais, ça va être un 3-2, mais ça peut être Maccabi comme Monaco. Oui, je vois une série, une vraie série de playoffs. Et je mets Monaco. Ok, donc 3-2 Monaco. Eh bien, moi, je suis parti dans un délire un peu loufoque cette année. Je veux un Final Four un peu ouf. Euh, Vous le verrez sur l'épisode de demain, sur le prochain épisode qui parlera du Real partisan. Mais je vais m'embarquer et me laisser séduire jusqu'au Vous bout. verrez rien du tout. On sait très bien ce que Et pour j'ai. qui Alors t'aimes. non, non, mais il y a des explications et vous verrez, je ne fais pas juste le fanboy du partisan, j'essaye d'apporter des explications et des trucs logiques. Donc tu verras. Mais là, j'ai décidé de partir sur un 3-2 Maccabi parce que je suis convaincu que sur les deux premiers matchs, ils vont en prendre un à Monaco. J'en suis convaincu. Il va y avoir un bon La soir pour dynamique, un Colson, voilà, un fameux match bouillant de la part d'un des Ricains. c'est la Donc vie. ouais, 3-1, 3-2 pour Maccabi. Vraiment, c'est pas contre la Roca Team, c'est juste que je suis tombé dans la sorcellerie du Maccabi là sur la fin de saison et que du coup j'ai quand même envie de les voir et puis se dire que un club légendaire comme ça retrouverait un Final Four,
Ça me fait quand même un truc. Donc voilà, 3-2 pour le Maccabi, 3-2 pour Monaco pour toi. Ouais. Eh bien, écoute, on a fait le tour de cette série qui s'annonce. Alors, de toute façon, on risque de le dire sur les 4 émissions, hein, mais la série risque d'être incroyable. Mais vraiment, celle-ci, dans tout ce qu'on a pu expliquer, les effectifs qui se ressemblent, les bacs courtes, les joueurs athlétiques, il y a moyen de se payer de bonnes grosses soirées de basket encore chez nous en live tweet sur Twitter. Je vous invite à nous suivre. Ou alors chez les copains de Squeak qui, là aussi, vont déployer leurs meilleures émissions et leurs meilleurs commentateurs pour nous faire suivre ça au plus près. Mon petit Damien, je te remercie de m'avoir accompagné. Je t'en prie. On va repartir dans nos stats, dans nos matchs à regarder pour essayer d'être au mieux pour ces Dans nos playoffs. visuels. Et pour, voilà, dans tes visuels, gros travail de graphisme du côté de Damien. Franchement, dès qu'il y a un épisode qui sort, dès qu'il y a un visuel, allez liker, partager tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça et c'est du bon travail, même si monsieur a du mal à l'avouer. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao, Damien. Ciao.